Et salut les Yugistes et bienvenue dans ce nouveau CBU un petit peu hors série sur comment bien préparer un événement compétitif. Hop hop hop, petite parenthèse avant de commencer cette vidéo, j'ai remarqué en regardant les statistiques de cette chaîne et de certaines vidéos que vous êtes 70% à regarder le contenu mais à ne pas être abonné. Alors dans ces cas-là, n'hésitez pas, abonnez-vous, activez la cloche des notifications pour savoir quand les vidéos sortent sur cette chaîne. Et si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Sur ce, on est parti tout de suite pour les conseils en compétition. Au moment où cette vidéo sort, le CDF se déroule la semaine prochaine. Du coup, je vais vous faire un petit résumé global de ce qu'il faut savoir avant de participer à un événement compétitif. Quel matériel prendre, comment bien réserver son logement, comment bien gérer la nourriture, etc. Et aussi comment bien gérer la fatigue, le stress et plein de choses qui peuvent se passer pendant le jour J. Sans plus attendre, on va passer à la première partie de cette vidéo, le matériel. Pour participer à un événement compétitif, qu'est-ce qu'il vous faut? Déjà pour commencer, évidemment, il vous faut votre deck avec votre side. Bien dissocier les deux, c'est très important. Avoir une boîte pour le side, si vous pouvez, avec marqué side dessus, pour bien faire comprendre à votre adversaire que votre side n'est pas dans votre deck box. Ça peut être très important, sinon il peut y avoir des histoires de call judge au cas où il y a de la tricherie ou ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment très important d'avoir deux deck box, une pour le deck, une pour le side. Bien entendu, pour participer à un événement de ce genre, il faut que votre deck soit sleevé. Donc pour ça, il y a trois possibilités. Soit votre deck a tout simplement des sleeves basiques, donc il y a juste la carte dans une sleeve point barre. Soit vous allez double sleever par le dessus vos cartes. Donc là, vous voyez qu'il y a une taille de sleeve supérieure à celle de la taille Yugi. Et à ce moment-là, vous double sleevez votre carte. La troisième méthode, c'est tout simplement de perfect sleeve, c'est-à-dire qu'en fin de compte, à l'intérieur de votre sleeve taille Yugi, vous allez avoir une sleeve qui va épouser parfaitement la taille de la carte, ce qui va du coup la protéger, mais vers l'intérieur cette fois-ci. Donc ça, c'est un truc obligatoire pour participer à une compétition. Et vu qu'on continue à parler des sleeves, il faut absolument que votre extra deck ait des sleeves différentes que votre main deck. Tout simplement pour éviter de mélanger les cartes, pour bien dissocier les paquets et pour encore une fois éviter toute tentative de triche. Dans la même veine, du coup, quand vous participez à un événement compétitif, veillez bien à toujours avoir un paquet de sleeves à disposition entièrement neuf, scellés. Pourquoi je précise scellés? Tout simplement parce que certaines personnes, à l'époque, présentaient des sleeves qu'ils avaient à côté comme ça, qui paraissaient neuves, mais ils avaient réussi à faire des petits marquages pour faire de la triche. Tout ça, bien sûr, c'est des choses qui sont déjà arrivées il y a un petit moment. J'essaye de vous expliquer le pourquoi du comment. J'ai eu la chance d'échanger avec des judges ou des anciens head judges qui m'ont expliqué l'envers du décor des compétitions. C'est pour ça qu'on vous demande toujours d'avoir un petit paquet de sleeves toutes neuves. En fonction des tournois, vous aurez bien sûr besoin d'un bloc-notes et d'un stylo, tout simplement pour noter les points de vie, faire vos calculs. Les bloc-notes Yu-Gi-Oh sont extrêmement bien faits parce que vous voyez qu'ils prévoient les 3 manches pour une ronde suisse. Et je vous parle bien sûr d'avoir un stylo, tout simplement parce que au crayon de papier, un petit coup de gomme et on peut modifier assez rapidement les résultats. Ça, c'est encore pareil, c'est déjà arrivé. C'est pour ça que maintenant, on favorise beaucoup le stylo. Après, normalement, un judge ne risque pas de vous dire quoi que ce soit si vous avez un crayon. Mais bon, au moins, là, vous êtes sûr que ce n'est pas modifiable. On va avoir la trace noir sur blanc et il n'y aura aucun problème. Je vous recommande d'avoir ce bloc-notes et ce stylo aussi, parce que dans certaines compétitions, l'utilisation de téléphone et plus particulièrement de neurones vont être interdites. Donc, dans ces cas-là, même un bout de papier, ça fait l'affaire. Vous notez, vous n'êtes pas obligé d'avoir un beau petit carnet Yu-Gi-Oh comme moi, mais vous pouvez avoir tout simplement un petit bloc-notes qu'on trouve dans le commerce pour pas grand-chose. Il y en a dans des anciennes pas très chères comme Action, ça suffit largement. En règle générale, il y a un time géant global pour tous les joueurs de l'événement compétitif où vous vous trouvez, mais au cas où, si pour une raison X ou Y, vous commencez un tout petit peu en retard, votre adversaire a mis du temps à trouver la table, il y a eu un petit peu de discussion au début, vous n'avez pas mélangé vos cartes, vous n'avez pas réparti vos mains, etc. Je vous invite du coup à avoir votre propre timer. Donc ça, c'est un petit timer de cuisine, ça se trouve sur Amazon pour 2-3 €. Ça fait extrêmement bien le taf. Vous lancez tout simplement le timer au début de votre ronde et comme ça, vous êtes absolument sûr d'avoir votre bon time. Donc même s'il y a time général, ne vous inquiétez pas, ne vous pressez pas. Vous avez le droit d'avoir 5-6 minutes de différence avec les autres joueurs. Tant que vous et votre adversaire êtes bien d'accord sur ces termes, il n'y a aucun problème. Pour faciliter l'enregistrement en début de tournoi de votre profil de joueur, je vous recommande d'avoir une decklist imprimée en papier via Neuron. Donc vous voyez que
Grâce à Neuron, on peut avoir ce format de decklist extrêmement bien détaillé, extrêmement carré. Vous allez avoir du coup les cartes monstres, les cartes magie, les cartes pièges à chaque fois après le total de cartes. Et enfin, vous allez avoir l'extra deck et le side deck. Tout ça pour vous dire que ça vous évite la veille de devoir recopier toutes vos listes à la main ou le jour J, un peu paniqué, de prendre une decklist comme celle-ci vierge et dans ce cas-là, du coup, de devoir vous dépêcher d'écrire avant la fermeture des inscriptions, c'est un peu galère. Prenez le temps quelques jours avant ou la veille d'exporter votre decklist via Neuron et de vous l'envoyer par mail et ensuite de l'imprimer. Je vais donc essayer de vous montrer rapidement comment exporter proprement votre decklist grâce à l'application Neuron. Pour ça, du coup, rendez-vous à l'accueil, allez ensuite dans l'onglet deck, allez dans mon deck, choisissez le deck qui vous intéresse, faites voir, et à ce moment-là, tout en bas de votre decklist, vous allez avoir plusieurs boutons, et là, il faut faire enregistrer la liste. Au moment où vous avez enregistré la liste, vous voyez que ça vous propose plusieurs façons et plusieurs méthodes d'envoi de cette dite liste. Moi, généralement, je choisis mail. Dès que vous avez choisi une façon d'enregistrer votre liste, vous voyez que ça va vous ouvrir l'application dédiée à cet enregistrement. Donc moi, j'ai ouvert évidemment mon adresse mail. À ce moment-là, vous allez choisir le destinataire. Donc soit vous l'envoyez à vous-même, soit vous l'envoyez à une personne que vous connaissez qui a une imprimante et qui pourra rapidement vous imprimer cette liste. Si vous cliquez sur l'objet du mail, vous allez voir que du coup, vous avez votre decklist bien propre, bien nickel, sur laquelle il faudra juste inscrire votre nom, votre prénom et la date de l'événement, le jour J. Et voilà, vous avez votre decklist Neuron toute propre. Si vous pouvez, essayez également de prévoir tout simplement des dés pour le jour J, pour l'événement. Ces dés vous seront très utiles, surtout pour savoir par exemple qui commence dans une partie. Après, à vous de choisir. Moi, j'avoue que je suis assez fan des dés de 20. Ça, c'est vraiment très très pratique. Il y a beaucoup moins de chances de faire le même score que votre adversaire. Si vous lancez seulement un dé de 6, vous risquez de recommencer plusieurs fois à le lancer. Ça arrive assez souvent. Et 2 dés de 6, ça fait seulement une chance sur 12 de ne pas faire le même résultat qu'un dé de 20. Vous avez une chance sur 20. Généralement, ça suffit largement. Mais ça, c'est ma petite préférence perso. Évidemment, il vous faut aussi un tapis. Donc là, vous voyez qu'il rentre pas bien dans le cadre, mais il y a mon petit tapis piou-piou comme d'habitude. Le tube de protection de tapis, si ça vous intéresse, c'est chez Ultra Pro. Je vais vous le montrer ici, vous voyez, c'est vraiment très très cool. C'est très très bien pour le transporter. Quand il y a des tapis de valeur ou auxquels vous tenez, et bah comme ça, vous êtes sûr qu'ils sont bien protégés, qu'ils prendront pas de choc, qu'ils prendront pas de rayures ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est extrêmement pratique et il faut évidemment avoir un tapis. Privilégiez si possible un tapis qui est officiel de Konami, tout simplement pour avoir les zones de jeu officielles et être sûr d'être tranquille. Après, normalement, ça pose pas de problème aujourd'hui parce qu'il y a les field centers, mais sait-on jamais. Ça me fait d'ailleurs une bonne transition. Les field centers, ces cartes ont été créées justement pour les joueurs qui jouent des tapis qui n'ont pas de zone dessinée dessus. Donc ça, vous le mettez bien au milieu des 2 tapis en haut du tapis. Et à ce moment-là, vous voyez que ça, c'est l'emplacement du field center. Et ça va vous donner à chaque fois l'emplacement des zones monstres extra et l'emplacement des 5 zones de monstres et magie et pièges. Alors, bien sûr, il faut faire très attention parce que c'est déjà arrivé. Les joueurs qui jouent des tapis sans zone officielle peuvent parfois tenter des petits coups de triche. Il y a un move assez récurrent qui est arrivé à un moment dans les compétitions, quand il y a Infini Éphémère qui est posé dans une zone magie et piège. À ce moment-là, quand vous révélez Infini Éphémère, ça va annuler la colonne de magie et de piège dans laquelle il se trouve, et quelqu'un qui ne joue pas de tapis va vous dire « Oh bah moi, ma magie, elle était entre ces 2 zones-là, par exemple. » Vous avez fait Infini Éphémère sur la zone du milieu, et il va vous dire « Non, non, ma carte, elle n'était pas au milieu, elle était là. » Comme ça, il est sûr que sa carte, elle se fera pas negate ou elle risque pas justement d'avoir son effet d'annuler suite à une chaîne d'infini éphémère. Donc ça, faites bien attention, ça peut arriver, c'est déjà arrivé. Normalement, la commu est quand même très bienveillante et tout le monde est assez carré, mais on n'est jamais à l'abri de quelqu'un qui essaye de gratter un petit peu sur les règles. Donc voilà. Si vous vous posez la question par rapport au field center, oui, vous pouvez avoir vos field center personnalisés, qui n'ont rien à voir avec les field centers officiels de la licence. Moi, par exemple, vous l'avez déjà vu sur certaines de mes vidéos, mais j'ai ce magnifique petit field center fait sur mesure. Donc il n'y a aucune indication des zones, c'est juste pour le plaisir, le mettre à mes côtés quand je joue, c'est un peu comme un porte-bonheur. Pas mal de joueurs décident d'avoir des field centers personnalisés. J'ai déjà vu des gars mettre des cartes Pokémon, de belles cartes de rareté qu'ils ont chopées et qu'ils étaient très contents d'avoir avec eux, un peu comme un petit porte-bonheur. C'est un peu notre gris-gris à nous les joueurs d'avoir notre petit field center un peu à chaque fois qui nous est propre, et ça franchement c'est quand même vachement sympa. Niveau matos, on commence à être vraiment pas mal du tout avec tout ça. La dernière chose que je vous conseille d'avoir, moi, ce sont des
tokens. Ça peut paraître anodin, mais c'est très important d'avoir ses propres tokens et il y a surtout des règles assez importantes à savoir autour de l'utilisation et surtout du visuel des tokens. Les jetons doivent tout le temps être positionnés face recto, comme ceci, à côté de votre extra deck. Toujours, comme ça, on est sûr et certain que c'est votre pile de tokens, que tout est OK. Et si évidemment, là vous voyez que c'est plutôt transparent, j'ai des jetons AMP, donc ça risque de dévoiler un petit peu votre deck. Dans ces cas-là, vous avez tout à fait le droit de les mettre face verso, mais veillez bien à ce que les sleeves qui protègent vos tokens soient bien différentes des sleeves de votre deck et des sleeves de votre extra deck. Ça, c'est vraiment à chaque fois pour dissocier, différencier l'utilisation des jetons. Les jetons doivent aussi ressembler le moins possible à une carte Yu-Gi-Oh! En jeu. C'est-à-dire qu'un jeton, par exemple, je vais prendre cet exemple, imaginons qu'à la place de l'image de H que vous avez ici, vous avez justement Moye, comme elle est là, et il y a marqué jeton AMP à la place du nom de H. Eh bien, vu que le reste de l'encadrement ressemble à une carte monstre, aurait comme un texte d'effet de carte monstre, il va être interdit, vu qu'il peut être confondu avec une carte monstre. Ça, c'est une règle très importante. Quand vous avez des tokens, veillez à ce qu'ils soient bien différenciables des cartes jouables. Donc voilà, j'ai fait le tour du matériel avec lequel moi, en tout cas, je vais en compétition, que j'utilise. Le petit bonus, si vous voulez, que je peux vous montrer, qui est juste là et qui est pas des moindres, hop, c'est, je sais pas si on va la voir, ouais, bon, on voit pas bien, mais c'est une boîte de rangement qui va permettre de ranger absolument tout à l'intérieur. Je vais vous montrer ça un peu plus en dézoomant. Donc la boîte que je voulais vous montrer, elle est chez Ultimate Guard. C'est pas du tout de la pub, c'est juste que c'est extrêmement pratique. Donc à l'intérieur, vous voyez que vous avez un grand emplacement disponible pour ranger tous vos decks. Donc moi, vous voyez que je peux caler une deck box, deux deck box, l'équivalent de 3 deck box. Vous voyez tout à l'heure que mes dés, ils étaient dans des petits tiroirs. Et bien, ces tiroirs, ils vont juste ici, ce qui est quand même vachement pratique pour le voyage et surtout pour ne pas perdre vos dés. Et après, il y a encore beaucoup d'espace. Donc, vous avez votre decklist, vous avez votre petit calepin, vous avez votre petit stylo, votre timer. Et hop là, c'est aimanté, c'est bien propre, c'est bien nickel. Et voilà, vous avez votre boîte de transport avec tout votre nécessaire à l'intérieur. Ça tient dans un sac à dos, c'est impeccable. Ça coûte à peu près une 50aine d'euros. Donc voilà, moi c'est ce que j'utilise. Si jamais vous vouliez une petite astuce, la voilà, ça se trouve sur internet. Et c'est cadeau. On va maintenant entrer dans la partie 2 de cette vidéo et je vais un petit peu vous parler de tout ce qui est préparation en amont pour un événement compétitif. Donc comment s'y rendre, où trouver des trucs et des bons plans. Donc ça, c'est grâce à mes 2 WCQ et au YCS de Lyon. Petit à petit, j'ai réussi à trouver des petites astuces qui sont pas trop chères et qui sont plutôt cool. Donc je vais essayer de vous les partager. Déjà, pour commencer, pour trouver un logement, je vous conseille de passer par booking.com, tout simplement parce que c'est moins cher que Airbnb. Assez généralement, les prix sont en moyenne 10 voire 30 euros moins cher que ce que vous pouvez trouver sur Airbnb. J'ai fait des petites comparaisons. Donc là, imaginons, on veut se rendre au CDF, c'est un petit peu le but. On va dire qu'on veut aller à Lille, on va arriver le vendredi 9 et repartir le dimanche 11. Pour l'instant, on va dire que je suis tout seul. On va faire une petite recherche. Et là, ça va vous donner à chaque fois tout ce qui est disponible pour des petites réservations à Lille. Donc vous allez bien évidemment avoir des hôtels, mais vous allez aussi avoir des maisons de particuliers. Donc ça, c'est en fonction des filtres que vous allez demander. Là, vous voyez qu'il y a un appartement privé avec un garage. Ici, vous voyez qu'on va avoir quelque chose près de la gare de Lille. Là, on est sur du 210 € pour 2 nuits pour un adulte. Donc vous voyez que c'est pas très avantageux quand vous êtes tout seul. Je précise bien quand vous partez tout seul parce qu'évidemment, à partir du moment où vous allez partir avec des potes, c'est ce que je vous recommande, eh bien ça va être tout de suite beaucoup plus simple parce que vous allez pouvoir diviser les frais. Pour vous donner un petit ordre d'idée, quand on est parti avec des potes au WCQ et au YCS, on était entre 3 et 5 personnes et à chaque fois en moyenne ça nous coûtait à peu près 100 € par personne pour le logement, la nourriture, les repas au moment de la compétition et bien sûr le trajet en voiture avec l'essence et les péages. Donc c'est quand même vraiment pas trop dégueu. Tout de suite, par exemple, si vous divisez ce prix de 210 € par 4, et si vous y allez avec des amis et qu'évidemment cet appartement peut accueillir 4 personnes, et bien tout de suite c'est beaucoup mieux, ça ne fait que 52,50 € par personne. Une fois que vous avez choisi votre logement sur un site, 2 possibilités s'offrent à vous. Soit vous vous rendez à la compétition en voiture et à ce moment-là, je vous conseille d'utiliser le site internet Via Michelin qui est extrêmement bien fait. Vous allez rentrer un lieu de départ, donc par exemple, on va dire qu'on part de la grande ville en Seine-et-Marne de Melun pour se rendre à Lille. Vous allez bien sûr trier
avec les caractéristiques de votre véhicule, donc il roule à quoi, c'est quel type de voiture, qu'est-ce que ça consomme en gros à peu près, c'est pour faire un calcul approximatif et des statistiques. Donc là on va dire que je roule en familial au gasoil, je vais faire rechercher et ça va me donner tout de suite l'itinéraire le plus court et le plus avantageux avec tout le détail. Donc vous savez que ça va durer 2h47 de trajet, il y a 260 km pour aller à Lille depuis ce point de départ là et ça va coûter 46,17 €, dont 18,10 € de péage. Donc ça, c'est hyper pratique. Ça vous donne un peu un ordre d'idée de ce que ça peut vous coûter. Vous faites bien sûr ça x2 pour l'aller et le retour. Vous divisez par le nombre de personnes avec lesquelles vous partez et vous voyez si ça vaut le coup. Mais du coup, et ça c'est la deuxième option, si vous avez accès à une grande gare dans votre département ou vous êtes dans une grande ville, je vous conseille vraiment de regarder aussi les trains. Moi, c'est ce que j'ai fait du coup pour le championnat de France qui va avoir lieu à Lille. J'ai regardé par exemple avec la grande gare pas loin de chez moi qui est Marne-la-Vallée-Chessy. Je passe par le site de Ouigo, comme ça je sais que les trains sont pas trop chers. Donc en partant par exemple le 9 juin, donc le vendredi au matin, ça me fait arriver à Lille à 10h17 et vous voyez que les prix sont à partir de 29 €. Et ça, c'est pour l'aller-retour. Donc dans le cas du train, par exemple pour mon cas, vous voyez que c'est 29 € l'aller-retour, alors que via Michelin, ça va me coûter un peu plus de 90 € si jamais je partais seul. Donc le plus avantageux à ce moment-là, c'est le train. Bien sûr, c'est un calcul à faire, mais encore une fois, je pense que si vous en avez la possibilité, le train c'est un peu plus avantageux. En plus, vu que vous ne conduisez pas ou quoi que ce soit, vous avez le temps dans votre petit train de faire des petits tryhards sur Master Duel, de revoir votre decklist, de commencer à voir vos combos. Voilà, en plus, vous perdez pas de temps comme ça. Enfin, pour finir cette partie sur les conseils avant compétition, 3 petites astuces pour commencer la nourriture. Faites simple, basique, des pâtes, une omelette, des bolos, enfin des trucs vraiment pas chers. En plus, si vous êtes nombreux, ça va caler tout le monde. Vous êtes sûr que ce sera à moindre coût. Faites simple, efficace. Deuxième petit conseil concernant les entraînements, la veille des compétitions ou des championnats. Pour moi, déjà, si vous partez avec des gens, essayez de partir en nombre pair. Pourquoi? Parce que comme ça, vous allez pouvoir faire un tout petit tournoi. Imaginons que vous êtes 4, c'est idéal. Vous allez faire 3 rondes suisses en BO3, donc vous allez faire 9 matchs. Ça suffit largement pour faire une petite soirée. Vous commencez, vous faites ça en 2-3 heures. Comme ça, vous êtes sûr que vers 23h minuit, vous vous couchez. Ce qui m'amène évidemment au troisième point, très très important, le sommeil. Essayez d'optimiser un maximum votre temps de sommeil, la fatigue. Un jour de tournoi, c'est votre pire ennemi. Croyez-moi, au YCS de Lyon, si j'avais mieux dormi, j'aurais peut-être pas fait un misplay qui m'a coûté une game entière contre le deck Sprite. Donc voilà, ça c'était les petits conseils avant la compétition. Maintenant, on va passer à la troisième et dernière partie de cette vidéo, les conseils pendant la compétition. Encore une fois, ça va être des choses qui peuvent paraître évidentes, mais croyez-moi, c'est toujours bon de le rappeler. Déjà, je vous conseille d'avoir de l'eau, très très important, d'avoir un encas, un truc à grignoter au cas où, si jamais vous avez une petite faim, ce genre de choses, parce que les journées compétitives sont très très éprouvantes physiquement et mentalement, mais ça j'y reviendrai. Petit bonus perso, si vous aimez ça et que vous le tolérez, je vous conseille d'avoir une boisson énergisante. Ça peut faire vraiment la différence quand vous avez un gros coup de mou vers la fin de journée. Autre petit conseil bonus, essayez d'avoir une petite boîte de Doliprane sur vous. À force de réfléchir à vos combos, de surmener un peu votre cerveau et votre crâne, eh bien ça risque de surchauffer là-dedans. Vous risquez d'avoir un mal de crâne, vous risquez à un moment de pas être bien, ça peut arriver, d'où aussi l'importance d'avoir à manger et à boire. Donc dans ces cas-là, surtout n'hésitez pas à prendre un petit Doliprane, essayez de prendre des pauses, ça peut paraître anodin, mais vraiment si à un moment, il y a beaucoup de games qui se sont enchaînés, vous n'avez pas eu beaucoup de temps, sortez un peu, allez prendre un bol d'air frais et après, vous reviendrez dans la compétition en meilleur état. Ça, c'est vraiment les petits conseils qui peuvent paraître débiles, mais je vous jure que en grande compétition, ça peut avoir son importance pour perfer. Ce que je vous conseille également, c'est d'avoir une petite deckbox ou un classeur contenant des staples, des cartes qui peuvent changer et être importantes. Si vous avez des choix de dernière minute, que vous avez une prise de conscience et que vous voulez modifier votre liste, vous serez vraiment bien content d'avoir un classeur de staples bien trié, bien rangé. Par exemple, vous voyez que moi, j'en ai un où je suis par type de carte avec de l'extra deck. Ensuite, je vais tout de suite passer sur des staples de monstres. Bon, ça, c'est banni, mais c'est de la prévision, on ne sait jamais, en fonction des bans. Donc là, vous voyez que j'ai que des staples où c'est des end traps, c'est des petits trucs qui peuvent
se placer dans n'importe quel type de deck pratiquement. Ensuite, j'ai des staples de magie. Je vais avoir aussi la même chose du côté des pièges. Donc tout ça, c'est vraiment des trucs qui peuvent vous sauver la mise si jamais vous avez des petits changements de dernière minute à faire. Et ça, vous serez vachement content de l'avoir avec vous. Je vais donc revenir à ce que je vous disais tout à l'heure. La gestion du stress et de la fatigue. Ce sont vos deux pires ennemis en compétitif. Il faut savoir qu'une journée de compétition, surtout la première, elle va être très endurante, ça va vous demander beaucoup de ressources, que ce soit mentales ou physiques. Généralement, vous êtes dans la salle à 10 heures, ça peut durer, surtout pour un championnat de France par exemple, jusqu'à 20h, 22h, 23h, voire minuit s'il y a des petits problèmes techniques ou logistiques. À ce moment-là, c'est donc très important déjà de ne pas stresser. Je sais que ça peut paraître difficile pour certains, vous n'y pouvez rien, c'est comme ça, vous êtes du genre à stresser, c'est dans votre nature, mais vous inquiétez pas, c'est un événement où généralement on vient pour apprendre, même si on est là pour parfait, on essaye d'être bienveillant, les gens de la communauté sont généralement au top et vous n'avez vraiment pas à vous en faire. On est là d'abord pour profiter du jeu, même si on est dans un événement compétitif, donc vraiment, faut pas se mettre la pression, on est là d'abord pour profiter. Et la fatigue, eh bien ça va être votre pire ennemi, surtout en fin de journée, tout simplement parce que les heures passent, vous surexploitez votre cerveau pour essayer de parfait, pour essayer de bien jouer votre deck, vous allez devoir évidemment beaucoup le solliciter, donc pour ça, eh bien forcément, au bout d'un moment, vous risquez de fatiguer. C'est pour ça que je vous recommande d'avoir de quoi manger, de quoi boire, de quoi vous requinquer, de quoi avoir de l'énergie, tout simplement pour aller jusqu'au bout de la compétition. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Franchement, les événements compétitifs, c'est quelque chose de vraiment très cool et très important à faire si jamais vous voulez commencer à vous lancer sérieusement dans le jeu. Les événements compétitifs ne peuvent être que bénéfiques pour votre expérience de joueur, donc n'hésitez vraiment pas à en faire. Apprentissage de la méta, maîtrise des combos, connaissance des decks qui font la méta et qui risquent également d'être représentés, tout ça sont des choses que vous pourrez apprendre en vous rendant à des WCQ, des YCS ou au championnat de France. Si c'est vos premiers événements compétitifs, n'hésitez surtout pas à prendre un deck que vous maîtrisez, mais surtout qui vous fait kiffer. À Dunkerque, quelqu'un est allé avec un deck magicien sombre, il a peut-être pas parfait, mais il a certainement appris des choses sur son deck, sur la manière de le jouer, sur les règles en compétition qui sont bonnes à savoir. Moi, j'ai encore appris des choses avec le WCQ d'Ultra Jeu, sur par exemple les rulings autour des tokens. Ils ne peuvent pas être mis face verso avec un Book of Moon. Ça, par exemple, je ne le savais pas. Et bien, c'est typiquement ce genre de petites choses que vous allez apprendre petit à petit et qui va améliorer votre expérience de joueur et qui va donc indirectement améliorer votre jeu. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Slifer.